Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le prix national d'excellence 2025 est lancé. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Quelle nouveauté pour cette édition? Reportage dès le début de ce journal. Don de sang, un geste vital mais encore trop insuffisant. Les besoins sont immenses, pourtant les réserves restent limitées. Pourquoi? On s'interroge dans ce journal. Et puis l'ONU accuse le groupe M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu en RDC lors de la prise de contrôle de la ville avec ses alliés rwandais. Mais d'abord, c'est officiel, le président du Conseil européen Antonio Luis Santos da Costa est le lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Il succède à Angela Merkel et recevra ce prix lundi prochain à Abidjan. Les détails de Pierre Dipomella. Abidjan va accueillir le 24 février prochain un événement de prestige, la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix pour le compte de l'année 2024. Le prix reviendra à l'ancien Premier ministre du Portugal, António Luís Santos da Costa, président du Conseil européen depuis décembre 2024. Le jury le distingue grâce à son action en faveur du multilatéralisme, du dialogue et du développement durable, en adéquation avec les principes de l'UNESCO et de la Charte des Nations Unies. António Luís Santos da Costa succède à Angela Merkel, la chancelière allemande, lauréate en 2022 pour ses efforts en faveur de l'accueil des réfugiés lors de la crise migratoire européenne de 2015. En 2023, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix n'avait pas été attribué. À cette édition, un prix spécial sera attribué à la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azucar. Cette organisation œuvre en faveur des droits des Afro-descendants en Amérique latine et milite pour une société plus inclusive et équitable. C'est un jury de haut niveau qui a délibéré. Il est présidé cette année par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et composé de personnalités influentes dans divers domaines, notamment Michel Candesu, France, ancien directeur général du FMI, Thomas Pesquet, France, astronaute de l'ESA, ambassadeur de bonne volonté de la FAO et bien d'autres. Depuis le 10 février, les candidatures pour le prix national d'excellence sont ouvertes. Ce mardi, le secrétaire permanent de ce prix était l'invité de Tout savoir, la tribune d'échange gouvernemental pour présenter les innovations, notamment les précisions de Moussani Kemar et de Kimo Eric. Depuis le 10 février, les candidatures de l'édition 2025 du prix national d'excellence sont ouvertes, et ce jusqu'au 30 avril. À travers la tribune d'échange gouvernemental, dénommé Tout savoir sûr, le secrétaire permanent du prix est revenu sur l'objectif de ce prix. L'organisation du prix national d'excellence depuis 2013 vise ainsi à reconnaître et à célébrer les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les institutions ou les structures ayant, par la qualité de leur travail et les innovations apportées, œuvré à l'avancement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers un développement solidaire. Elle permet également de remettre à l'honneur les valeurs cardinales du mérite et le savoir-faire dans les domaines clés de l'activité économique, sociale et culturelle. Dr Eugène Kra a également abordé les différentes innovations de cette édition. Du maintien du nombre de prix mis en compétition à 87, de l'institutionnalisation de l'inscription en ligne, avec toutefois une exception pour certains prix, notamment des prix des ministères de souveraineté. Le renforcement de la communication avec notamment l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays dans les villes capitales régionales. L'élargissement du comité technique avec l'intégration d'autres composantes de la société civile, dont des journalistes et des commissaires de justice, pour certifier les délibérations du comité technique. Le suivi des activités de collecte de candidatures au sein des comités sectoriels
par le secrétariat permanent. 6. Les visites d'inspection de terrain et des candidats nominés en présence des comités de justice pour s'assurer de la conformité des déclarations des comités sectoriels. Créé depuis 2013, le Prix national d'excellence est une tribune offerte aux Ivoiriens de faire valoir leurs talents et leur expertise dans leurs domaines respectifs. Les différentes catégories de cette édition, de même que les critères d'éligibilité, sont disponibles sur le site officiel du Prix national d'excellence. Préjugés, manque d'infos, convictions personnelles, pourquoi les dons de sang pourtant si vitaux sont-ils toujours insuffisants alors que le CNTS fait face à une énième pénurie de certains groupes sanguins? Salif Yalekwe et Tanguy Conan tentent de répondre à cette question dans ce reportage. Un don de sang est un processus par lequel une personne se porte volontaire pour se voir prélever du sang. Ce liquide vital sera gardé dans une banque de sang avant d'être transmis à une personne malade lors d'une transfusion sanguine. Cet acte intéresse-t-il les populations? Quand on va à l'hôpital et puis on voit qu'il y a des parents qui ont besoin de sang et que parfois il y a des pénuries, donc c'est important de donner son sang. Quand tu es en manque de sang, vraiment, c'est comme si tu es à la fin de ta vie. Donc s'il y a quelqu'un pour t'aider comme ça en te donnant son sang, c'est bien. Je fais partie aussi des donneurs de l'association des donneurs de sang. Ceux qui vendent du sang et qui n'arrivent pas à avoir, je pense que eux-mêmes d'abord doivent se mobiliser, aller eux-mêmes donner du sang. Parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Et quand c'est comme ça, ils se disent que bon, quelque chose on donne gratuitement, pourquoi c'est payant? Alors il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le manque d'informations fiables, les préjugés, la négligence et les convictions religieuses entre autres freinent certaines personnes à s'y adonner. Bon, rien ne m'empêche, seulement qu'il n'y a pas encore eu l'occasion, c'est tout. Sinon, je peux le faire, hein. Le don du sang, je peux le faire. Moi, je sais, mais je ne connais pas où on donne sang. Je ne sais pas. Si moi, je connais, j'allais donner. La raison majeure serait le fait que souvent, quand on a besoin du sang, c'est un peu compliqué quand même d'en trouver. Voilà, c'est un peu difficile d'en trouver. Donc, les gens se disent, bon, à quoi ça sert de donner du sang si moi-même, je dois en avoir besoin et puis avoir des difficultés pour en avoir. Donc, les gens sont un peu réticents. À Trècheville, dans ce centre logé à la direction du Centre national de transfusion sanguine, nous rencontrons Emmanuel Oulaï, qui a effectué le déplacement de la commune de Port-Bouët pour accomplir cet acte. Ça me tient à cœur d'aider des personnes qui en ont besoin. Voilà. Parce que venir ici pour donner son sang, ça sauve des vies au fait. Le sang collecté est minutieusement traité à travers plusieurs processus, comme ici dans la salle de production. La centrifugeuse, elle sert à décanter la poche. Elle va centrifuger les poches et nous allons avoir une décantation. Nous allons avoir le plasma dessus et le concentré populaire qui repose en dessous de la poche. Le CNTS est dirigé depuis le 5 octobre 2023 par Dr Mamadou Sekongo. Il se félicite de l'amélioration de l'offre, invitant toutefois tout habitant du pays à inscrire dans ses habitudes le don de sang. Aujourd'hui, les accidentés de la route constituent une part non négligeable en matière de consommation de produits sanguins. Nous sommes à l'aise de vous dire qu'on trouve facilement le sang. Parce que l'État du Côte d'Ivoire a pris la pleine mesure, des plaintes de la population et donc a mis tout ce qu'il faut comme moyen à la disposition du ministère de la Santé et donc du Centre national de transfusion sanguine. Toutes les structures sanitaires, tous les hôpitaux qui font de l'hospitalisation, qui font de la transfusion sanguine aujourd'hui sont agréés par le Centre national de transfusion sanguine pour disposer en leur sein de dépôts de sang. Que vous soyez au public, que vous soyez au privé, le sang coûte 3 000 francs. Le Centre national de transfusion sanguine comporte 32 sites sur toute l'étendue du territoire national. Nous exhortons la population à se constituer en groupe. Vous savez, venir faire son don de sang, ça vous permet de connaître votre groupe sanguin. Il ne faudrait pas attendre une situation de catastrophe et puis maintenant chercher à connaître le groupe sanguin. Quand il y a besoin de sang, c'est une urgence. Souvent, ça se décide à la seconde près. En 2024, ce sont 298 000 poches de sang qui ont été recueillies sur 300 000 attendus, contre 234 000 en 2023, 215 000 en 2022 et 158 000 en 2021. Le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf a été élu samedi président de la Commission de l'Union africaine. Il succède ainsi à Moussa Faki Mahamat pour un mandat de 4 ans. Qui est-il? Son portrait signé Pierre Dipomela. Mahamoud Ali Youssouf, 59 ans, succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat pour un mandat de 4 ans. Il a notamment battu le vétéran de l'opposition kenyane Raila Odinga, qui faisait figure de favori.
Homme politique djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf est né le 2 septembre 1965. Il est ministre des Affaires étrangères de Djibouti de 2005 à 2025, avant d'être élu président de la Commission de l'Union africaine le 15 février dernier, à l'issue du 38e sommet de l'Union africaine. Francophone, arabophone et anglophone, le diplomate vétéran a été ambassadeur en Égypte. Il devra faire face à de nombreux dossiers brûlants, puisqu'il entame ses fonctions au moment où le conflit dans l'est de la RDC Congo, avec le groupe armé M23, qui mène une offensive avec l'armée rwandaise, menace d'engendrer un conflit régional. Il devra également gérer la guerre qui ravage le Soudan depuis avril 2023 et soutenir des relations avec le président américain. Et le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire réunit la presse et des représentants religieux ce mardi. Pourquoi? Pour alerter sur une nouvelle loi qui, selon eux, pourrait perturber le fonctionnement des églises, comme nous le montrent Faltia Koulibaly et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. L'ordonnance N 2024-368 du 12 juin 2024, relative à l'organisation de la société civile, qui va donc encadrer les associations, organisations culturelles, religieuses, ONG et fondations, est une source d'inquiétude pour les églises protestantes de Côte d'Ivoire. Si elle est adoptée par le Parlement, elle pourrait avoir un impact sur le fonctionnement et l'autonomie des institutions religieuses. Au cours d'une conférence de presse, ce sont au total 8 préoccupations qui ont été présentées par le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, entre autres la méthode d'adoption, les dons et legs, et la promotion du genre. La question de la promotion du genre nous interpelle à un plus haut niveau. D'abord en tant que pasteur, prédicateur de l'Évangile, mais en même temps en tant que parents. Et à ce titre-là, nous demandons aux autorités compétentes de prendre en compte cela comme un point majeur de notre volonté de participer aux discussions pour qu'une loi élaborée puisse être convenable à tous. Il ne serait pas bien pour nous de ne pas attirer l'attention de l'État sur le fait de la séparation de nos gestions et du fait du respect donc des gestions indépendantes. L'État doit veiller à ce que notre croyance ne vienne pas entraver l'ordre public. Si dès l'instant où nos croyances n'entravent pas l'ordre public, il devient vraiment très malsain de vouloir attaquer la croyance. Nous sommes des organisations religieuses. Notre conviction, c'est qu'il y a 2 genres. Donc, s'il nous est obligé de tenir compte de cette notion, on veut bien comprendre à quoi cela ramène. Est-ce qu'on doit intégrer tous les genres? Est-ce que nous sommes obligés de faire des cérémonies pour tous les genres? Il faudrait que toute loi qui soit prise puisse tenir en compte cette liberté-là et créer un cadre qui soit un cadre productif, un cadre qui permette à tout le monde d'adorer Dieu comme il le désire. Alors que le Parlement doit encore se prononcer sur cette ordonnance, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire espère un dialogue avec les autorités pour faire entendre leurs préoccupations. À l'étranger, le président ukrainien a critiqué la rencontre russo-américaine ce mardi, estimant qu'elle traitait de l'Ukraine mais sans l'Ukraine et appelle à des pourparlers équitables. Le récit de Pierre Dipomela. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi à des pourparlers équitables sur la guerre en Ukraine, incluant l'UE, le Royaume-Uni et la Turquie, après avoir dénoncé la rencontre russo-américaine en Arabie saoudite. Il dit n'avoir pas été prévenu pour ces pourparlers, ni invité à y participer. Nous voulons la paix, mais nous voulons qu'elle soit juste et que personne ne décide de quoi que ce soit dans notre dos. Je pense que c'est juste. Tout pays a une voie bilatérale avec d'autres pays. Vous pouvez discuter de tout, mais vous ne pouvez pas prendre de décision sur l'Ukraine, sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine, sur certaines conditions. Nous n'avons pas été invités à cette réunion russo-américaine en Arabie saoudite, et cela a été une surprise pour nous, je pense, comme pour beaucoup d'autres. De hauts responsables américains et russes, menés par les chefs de la diplomatie, ont entamé mardi à Riyad une réunion tendue visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine, sous le regard inquiet de Kiev et des Européens qui craignent que ce rapprochement américo-russe ne se fasse à leur insu. Ni l'Ukraine ni les Européens n'ont été conviés à cette rencontre, la première à ce niveau et dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Elle intervient après l'appel téléphonique la semaine dernière de Donald Trump
et Vladimir Poutine. Et les Nations Unies accusent le groupe M23 soutenu par le Rwanda d'avoir exécuté des enfants à Bukavu en RDC. Une accusation grave et documentée par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, comme nous le détaille Pierre Dipomélin dans cet élément. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Selon le porte-parole de l'institution, la situation sur place est très chaotique, avec des violences sexuelles exercées sur les femmes. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo se détériore fortement, entraînant de graves violations des droits humains et des abus, tels que des exécutions sommaires, y compris d'enfants, et des violences sexuelles et fondées sur le genre. L'avancée du M23, soutenue par le Rwanda, dans le sud Kivu, a plongé la région dans une crise sécuritaire et humanitaire complexe, provoquant des déplacements de population. Notre bureau a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Nous savons également que des enfants étaient en possession d'armes. Ravina Shamdasani interpelle le Rwanda et le M23 sur le respect des droits de l'homme. Nous demandons au Rwanda et au M23 de veiller à ce que les droits de l'homme et le droit humanitaire international soient respectés. Nous recensons également des cas de mauvais traitements, de violences sexuelles et fondées sur le genre liés au conflit, de recrutement d'enfants et de recrutement forcé, d'intimidation et de menaces de mort. Dimanche, le groupe armé M23 et ses alliés rwandais se sont emparés de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, après une progression éclair qui les a vus prendre fin janvier Goma, grande ville et nœud économique du Nord Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda voisin de vouloir piller les riches ressources de ces deux provinces, Kigali dément, ne confirmant pas même sa présence en RDC, mais martèle la menace que représentent pour sa sécurité les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, créées par d'ex-responsables Hutus en fuite. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.